Nous poursuivons notre navigation sur le Danube. Dans la première partie, nous avons navigué de Bucarest aux portes de fer. Nous nous réveillons ce matin du 7 mai en Serbie, plus exactement au port de la capitale de Belgrade. Belgrade est l'une des plus anciennes cités d'Europe avec une histoire qui s'étend sur plus de 7000 ans. Au fil de son histoire mouvementée, Belgrade a été conquise par 40 armées. Elle a été romaine, byzantine, hongroise, ottomane, autrichienne, puis capitale de la Serbie réellement indépendante en 1878. Nous commençons par la visite de la ville en autocar, rapidement, avant d'aller à pied à travers la vieille ville. Nous arrivons à la place de la République. À votre gauche, vous pouvez voir le statut équestre de Prince Michel, le souverain serbe. Et derrière se trouve le musée national, avec le bâtiment rouge avec les coupoles vertes. Et le bâtiment blanc à droite, c'est le théâtre national. Le musée national. Nous nous dirigeons à pied à travers des rues aux bâtiments à l'architecture plutôt austro-hongroise. Puis à travers le parc Vrakar, nous découvrons la statue de Nikola Tesla, d'origine serbe, homme négligé par l'histoire dans l'ombre de Thomas Edison, qui fut un brillant inventeur du courant alternatif de l'électricité moderne. Dans la ville, un musée lui sera consacré avec une importante collection de plus de 160 000 documents originaux et d'objets historiques et scientifiques. Nous arrivons à la basilique orthodoxe San Salva, dotée d'une imposante architecture d'inspiration byzantine avec sa haute coupole centrale.
il y a à droite le Parlement, enfin on va tourner, et à gauche, et puis à droite c'est le Parlement, et à gauche, quelques mètres plus loin, sera la mairie de Belgrade. Et maintenant, évidemment, sans s'arrêter, nous passons par cette base des étudiants. De nouveau, on passe devant le rectorat de l'université de Belgrade. Chaque année, il y a 30 000 à peu près s'inscrivent à la première année. Enfin, fois 4, on peut dire, plus les masters, il y en a pas mal. Il y a des bourses, mais puis on a un système, enfin en Yougoslavie, ce n'était pas payant pour personne. Depuis, ça a changé quelque peu. Donc le rectorat est ici à gauche. Chaque université, chaque faculté en fait, et c'était pareil en Yougoslavie, organise les examens d'admission. Donc le bac, ça existe, mais ça n'est pas tellement important. Moi, par exemple, qui étudiais le français, j'ai eu 2 examens, le français et le serbe. Si vous voulez étudier le droit, c'est le serbe et l'histoire. Je sais pas, la médecine, c'est toujours 2 matières du lycée. Donc pour la médecine, c'est la biologie et la chimie. Et puis, il y a les notes du lycée qui comptent aussi. Et puis, il faut une liste. Et puis, ceux qui sont au-dessus de la barre sont inscrits. Mais maintenant, la première moitié, ceux qui sont mieux placés ne payent pas, et la deuxième moitié va payer une participation. C'est marrant. Voilà, ce parc de la forteresse à droite, c'est vraiment un parc au centre de la ville, qui vit au rythme de la ville. Et maintenant à gauche, l'ambassade de France avec les 3 statues. Au-dessus, liberté, égalité et fraternité. Et vous savez que c'est aussi la résidence de l'ambassadeur. Ah bah oui, c'est grand comme complexe. Donc c'est aussi la résidence qui explique la grande cour et la piscine. Ah oui. Avant de rentrer dans la forteresse de Kalimejdan, nous passons devant le monument à la reconnaissance de la France après la Première Guerre mondiale. La forteresse de Kalimejdan est une ancienne forteresse située à Belgrade, à l'endroit où la Save se jette dans le Danube. Son nom se rapporte au plateau sur lequel se situe la forteresse. À l'époque où une garnison occupait encore la forteresse, le plateau servait de poste d'où l'ennemi pouvait être observé et attendu pour le combat. Pour cela, son nom provient du mot turc « kale » qui signifie la plaine et de Mejdan, le combat. Les Turcs appelaient aussi Kalej-Mejdan du nom du Fichir Bachir, ce qui signifie la colline pour réfléchir. La forteresse a été transformée en parc au XIXe siècle. Elle est aujourd'hui un complexe historique et culturel important.
Du Danube, nous avons la vue sur la ville moderne, puis la ville ancienne avec l'église orthodoxe Saint-Michel. Nous traverserons ce quartier moderne, puis les restes de l'ancienne porte de la ville, pour nous rendre au domaine royal de Belgrade, situé dans le quartier des Dinj. Il est composé de deux majestueux bâtiments, le palais blanc et le palais royal. Nous visiterons ce dernier avec ses intérieurs de marbre, sa bibliothèque, ses salons et sa salle de réception richement décorée, ainsi que la chapelle royale. Nous quittons ce beau palais richement décoré pour nous rendre au mémorial de Tito. La visite du musée retraçant l'histoire de la Yougoslavie se termine par la Maison des Fleurs, mausolée de Tito, enterré avec sa dernière compagne, décédée en 1980 à presque 88 ans, chef incontesté, craint et admiré de la Yougoslavie. C'est de nuit que nous avons fait Belgrade et Vukovar, 163 km. Donc de la Serbie, nous nous trouvons ce matin en Croatie. La ville de Vukovar a été tristement connue pour avoir été assiégée durant la guerre dans les années 1990. Elle retrouve un nouveau souffle et pleure ses héros, comme ce jeune Français de Vesoul, Jean-Michel Nicolier, mort au combat. À travers la ville reconstruite, quelques façades portent encore des stigmates de la guerre. Entre Serbes et Croates, la bataille de Vukovar commence le 25 août 1991 et dure jusqu'au 18 novembre 1991. Le château d'eau de Vukovar, criblé d'impacts de balles, a été conservé par les urbanismes pour servir de témoignage de ces événements tragiques.
La flamme éternelle et les 938 croix de marbre du cimetière commémoratif national des victimes de la guerre intérieure à Vukovar commémorent les victimes du massacre de Vukovar commis par l'armée serbe, l'un des événements symboliques et cruciaux de la guerre d'indépendance croate. Au nord-est du pays, loin de l'atmosphère du littoral adriatique, la région de Slavonie dévoile un visage méconnu de la Croatie, rurale et sauvage. Le Danube et ses affluents, la Save et la Drave, sillonnent ces riches plaines aux terres fertiles parsemées de forêts. Après avoir visité Vukovar, nous allons visiter le musée de la culture archéologique de Vučedol. Une civilisation qui s'est développée dans la plaine du Danube entre 3000 et 2400 avant Jésus-Christ et s'est répandue sur une grande partie de la Croatie et des pays d'Europe centrale. La rue des temps oubliés. Au menu, aujourd'hui, après ce verre de bienvenue, nous aurons un bouillon de poule au vermicelle maison et légumes du jardin. Ensuite, une salade mêlée. Puis un rôti de veau et de poulet sous cloche accompagné de pommes de terre et de légumes de saison. Puis pour terminer le repas, un dessert traditionnel vraiment très typique de la région de Baranja. Il s'agit d'un dessert qu'on appelle un tashti et qui sont en fait des raviolis fourrés à la confiture de prunes et servi avec de la crème aigre. Et donc à la fin du repas, un café, puis à table en boisson, vous aurez une bouteille de vin. C'est un village multiethnique, donc nous avons une église catholique, une église orthodoxe et une église protestante, puisque le village est aussi habité par de nombreux Hongrois. Les Hongrois qui sont donc soit catholiques, soit protestants, comme c'est le cas ici à Karanec. La ferme sur notre droite. Après avoir dégusté ce repas à la ferme et son dessert typique de raviolis fourrés à la prune, nous allons visiter ce parc naturel et faire un tour en bateau très reposant.
Osijek est la quatrième ville de la Croatie et la principale de la Slavonie, dont elle est la capitale économique et culturelle. Elle est située à 30 km de la frontière avec la Hongrie et 30 de la frontière avec la Serbie. La ville a été aussi une ville martyre pendant la guerre de 1991. Après avoir passé la frontière de la Croatie à la Hongrie, nous retrouvons notre bateau donc en Hongrie, à Mohacs. Le lendemain, le 9 mai, nous nous trouvons à quai à Budapest, en Hongrie, et notre bateau aura fait dans la nuit Mohacs-Budapest 198 km. Budapest, capitale de la Hongrie, fut fondée par les Romains. Elle était à l'origine un point de peuplement celte. Les Magyars, arrivés au IXe siècle, ont été pillés par les Mongols au XIIIe siècle. Après 150 ans de domination ottomane, la région a eu son ère de prospérité au XVIIIe et XIXe siècle. Le Danube coupe la ville en deux. Buda, l'aristocrate, sur la rive droite et Pest, la besogneuse, sur la rive gauche. À Buda, c'est le calme, rue étroite, collines reposantes. À Pest, c'est l'effervescence des grandes villes. Elle a longtemps souffert de la domination d'autres puissances européennes comme l'Autriche et l'Union soviétique. On l'appelle maintenant Buda, la perle de l'Europe, et ses habitants en sont conscients. Un champ où quand vous habitez ici à Pest, 1 600 000 personnes, 1,5 million, 1,6 million à peu près ici à Pest, c'est énorme, et 300 000 seulement à Buda, donc il n'y en a pas beaucoup. Et là ça monte, je ne vais pas vous dire de bêtises, mais on arrive maintenant à du, facilement à du 5-6 000 euros le mètre carré. Hein, je sais rien, je sais. On va avec un salaire de 300. Le salaire moyen c'est 600 euros ici. Comparé au salaire, c'est énorme. Bien sûr que c'est pas beaucoup vis-à-vis de Paris, je sais bien. Non, mais je suis d'accord avec vous. Parfum chinois, par exemple, c'est la même étiquette, la même boîte, ça coûte 4-5 plus ou moins abordable chez nous. Alors bien sûr, l'épice nationale, c'est le paprika, on en parlera si ça vous intéresse. Rien à voir avec le paprika en France. Il y a du fort, il y a du doux, du moins fort. Il y a même du paprika fumé. Alors regardons. À gauche, le plus vieux pont, le pont de la Liberté, où votre bateau est amarré. À droite, le plus vieux pont, le pont de la Liberté. À droite et à gauche, le pont, pardon, de François-Joseph, pont de la Liberté. À droite, le pont des Chênes, le plus vieux pont de la capitale.
Nous découvrons la vue sur Pest et son parlement. Pest, la ville très étendue, la ville plate de 29 km d'est en ouest sur 25 du nord au sud. Séparés par le Danube, nous sommes à Buda, sur l'une des 14 collines, surplombant Pest. Sur la place Saint-Georges, nous passons devant le palais résidentiel officiel du président de la République de Hongrie, qui est à l'heure actuelle la présidente Katalin Novák depuis 2022. En fait, en 860 ans d'histoire, ce palais royal a subi exactement 31 sièges et 9 incendies. Donc il y a eu beaucoup de choses qui ont changé. En tout cas, la statue d'Eugène est là depuis plus de 300 ans. On a passé devant tout à l'heure. Et en bas du palais royal, en fait, vous avez les jardins de Sissi. Il y avait sa maison tyrolienne qui a bien sûr brûlé lors de la Deuxième Guerre mondiale, qu'on n'a d'ailleurs pas refait depuis. On aurait dû refaire. On a refait les jardins suspendus de Sissi, mais pas sa maison tyrolienne où elle habitait. On revoit bien sûr la Maison Blanche et la maison des couvents des Carmélites. Et plus tard, on voit de nouveau l'église Mathias et les bastions des pêcheurs. Donc au Moyen-Âge, il y avait une corporation de pêcheurs au filet qui surveillait cette partie. C'est donc là que vous avez fait les photos. Et en mémoire, on a appelé les 7 tourelles, qui sont d'ailleurs les 7 chefs de tribu, il y en a 7 aussi, les bastions des pêcheurs. Il y avait d'ailleurs un marché de pêcheurs très longtemps, où il y avait les bastions où nous étions tout à l'heure. Aussi, c'était le palais Gresham à gauche. Qui est Gresham? C'est un lord, c'est un anglais qui a fait un bâtiment d'assurance ici et qui est transformé en hôtel. Ça a fait un grand scandale quand on a ouvert. L'hôtel, c'était là qu'il y avait, me semble, soit Nicolas Sarkozy, soit un de ses sosies, mais en tout cas, ils ont logé dans l'hôtel dans la chambre la plus chère qui était à 23 000 €. Ça, oui, ça fait des... Le frais du contribuable. C'était la une des journaux. Il aurait dû dormir dans la chambre moins chère à 800 €. Il pensait que Carla avait besoin de place. Enfin bref, c'est une autre histoire. Et donc, c'est un hôtel magnifique, Art Nouveau, qui se vend. C'est beaucoup plus sécurisé. Ils n'osent plus faire ce qu'ils faisaient avant.
Donc le prix du mètre carré est plus intéressant où il y a des caméras de surveillance, c'est vrai. Là, je suis un peu d'accord. Mais par contre, où il n'y en a pas, c'est pire. Hein, donc la délinquance partout. C'est souvent les mêmes soucis qu'en France. Alors nous avons loué, maintenant depuis quelques années, nous avons acheté l'ancienne roue de Vienne à droite, un autre symbole de la capitale, la roue de Vienne, l'ancienne roue, vous la voyez là, hein, qui marche jour et nuit pratiquement. Voilà, donc quartier juif qui arrive tout doucement. On va passer à côté de la synagogue de la rue du Tabac, de toute façon. Donc vous allez la voir en tout cas du bus dans quelques instants. La plus grande synagogue d'Europe, la deuxième synagogue du monde. L'avenue André est complètement bouchonnée, c'est pour ça que je pars à droite pour après aller à quelques instants. Que vous voyez maintenant à gauche jaune, c'est un bâtiment d'assurance juive, ça s'appelle Anker. Il y a 4 synagogues dans le quartier juif. En tout à Budapest, il y a 22 synagogues. Il y a à peu près 110 000 juifs recensés. Et plus de 1 million ont été déportés. Hein. Il faut être honnête, il faut dire la vache. C'est un groupe de juifs hongrois au départ, que vous connaissez tous en France. Alors, vous avez les Rockefeller, qui sont une famille juive hongroise. Vous avez les Rothschild, enfin il y a plusieurs Rothschild, mais beaucoup sont juifs hongrois. La femme de Raymond Barre n'est plus avec nous, sa femme non plus était une juive hongroise. Sarkozy, sa mère est juive. Lui, son père était hongrois, aristocrate. Voilà, vous avez la mairie de Budapest ici à droite. Vous avez l'entrée principale du quartier juif ici à gauche, avec ses maisons en briques, vous voyez, ici. Et la synagogue de la rue du Tabac, puisque les synagogues ont les noms de rue, arrive dans quelques instants. Ça vous rappellera une église orthodoxe, avec 2 belles tours dorées à la feuille d'or, carrément. Fait en 1854-1856, en 2 ans, avec la structure métallique que caractérise la société Eiffel aussi, mais c'est pas lui qui a fait, la société autrichienne qui a fait cette belle synagogue. Regardez ce que ça donne, avec les 2 tables de Moïse. On voit déjà une première tour, regardez, ça sera à gauche, oui. Deuxième au fond à gauche, à 10 h, je vous dis comme ça. Devant vous, on passe devant, on voit 2 tours. C'est celle-là, donc synagogue de la rue du Tabac. 6000 places assises, donc 500 places de moins que la plus grande du monde, qui est le temple Emmanuel à Manhattan, à New York. Places assises. Voilà, synagogue de la rue du Tabac. Et dans ce bâtiment, qui était beaucoup plus grand avant, est né le fondateur du sionisme, M. Theodor Herzl. Voilà. Et on voit. Ça se visite, bon bah il faut demander, il faut faire un programme spécial, mais ça se visite, c'est très beau. Il faut bien réserver à l'avance, ça peut se faire, il n'y a pas de problème, il faut revenir. Voilà, vous voyez, ça c'est 1925. C'est un bâtiment d'habitation, hein, très particulier. Alors, pourquoi les bars en ruine? Alors, les Juifs avaient des sociétés, avaient bien sûr des immeubles à eux, il y avait des cinémas plein air, des magasins de chaussures, enfin, il avait des usines aussi, hein, ici, militaires aux miettes en ruine. Et on fait des restaurants, des bars, des cafés, des discothèques, etc. à l'intérieur. Il y a eu des émissions là-dessus, il y a eu des films là-dessus, ça se passe dans le quartier juif. Il y a beaucoup de films, hein. On tourne dans Budapest, tout le monde. Vous avez un célèbre metteur en scène français qui adore Budapest et c'est Cédric Clapiche. Il a tourné dans pas mal de films chez nous. Qui c'est qui a tourné récemment? Monsieur Clousset a tourné, Otto il a déjà tourné, celui qui était adoré, qui a été à la fin détesté parce qu'il se comportait très très mal, il avait toujours un verre dans le nez, il avait de la vigne chez lui, il a tourné 14 films quand même, c'est Monsieur Depardieu, avant d'être russe. Après il a changé de pays, il a tout changé, mais ça c'est ça. Immonde, abominable. On lui a dit, monsieur, c'est votre vin à vous. Et c'est là que ça s'est mal passé, il a cassé 2 caméras, on a dû mettre une page de publicité. Enfin bon, depuis, ça remonte à une dizaine d'années, hein, ce que je vous raconte. Mais depuis, on ne veut plus tellement le voir, lui non plus d'ailleurs, parce qu'on a trouvé ça, ça se fait pas chez nous. Déjà, nos émissions sont avec Orban, bien sûr, mais avant déjà étaient beaucoup plus censurées en Hongrie qu'en France. Vous parlez de tout depuis que vous avez eu votre grand Coluche, hein, il faut dire ce qu'il en est.
c'est grâce à lui que la liberté de presse, etc., s'est fait comme ça s'est fait. Nous, on a eu un endroit qui a fait la même chose, dans un autre sens, mais en période communiste. On était beaucoup plus ouvert que les autres pays du bloc de l'Est, alors qu'aujourd'hui, on est très fermé. C'est pour ça que les gens disent que le communisme, c'est bien, mais Orban, c'est pire. Ça peut plus se faire, ça se faisait dans les années 80, d'accord, mais en 2023, ça passe plus. Déjà, il y a cette synagogue, de toute façon, ça nous a fait perdre toutes 5 minutes, donc je peux, pour les toilettes, on ira, n'oublions pas, j'ai promis. On va continuer vers la place des Héros, comme ça il y a moins de circulation. Le pape est venu, il a fait une très belle messe ici, dans la basilique de Saint-Étienne. Voilà les Champs-Élysées, avec les grands magasins que vous avez, comme sur les Champs-Élysées de Paris, Max Mara, Vuitton, etc., etc. Le grand coiffeur, il doit être quelque part ici à droite. C'est celui qui coiffait des mauves de Pardieu, qui coiffe maintenant Monsieur Orban. Je ne vois pas, il n'est pas là. Putain, il s'appelle Gitoro, mais je ne vois pas son... Ah, bref, il n'est pas là en ce moment. Vous voyez Rolex, il y a des montres, etc., etc. Voilà, Gitoro aussi, il est là à droite. Mais il n'y a pas sa voiture, c'est celui-là à droite. Avec le produit Royal professionnel. Il demande quand même 400 € pour un brushing, hein, c'est pas mal. C'est pas à la portée de tout le monde. L'Opéra national de Budapest pour cet après-midi qui ressemble beaucoup au Palais Garnier de Paris, à votre gauche, 1875-84, restauré il n'y a pas longtemps. On viendrait ouvrir au public après 3 ou 4 ans maintenant de restauration. Donc là, on jettera un coup d'œil. Voilà, il y a des travaux de tous les côtés, on restaure de tout. Ah, c'est magnifique. Hein. À droite, le palais de restaure, un très beau bâtiment. Voilà, Vuitton, vous voyez, beaucoup pour les Chinois, ils adorent ça. Ils achètent des vrais Vuitton, ils font des copies, on achète des contrefaçons. Et le café des artistes à droite. Quand il y a des tournages de films, on voit toujours les acteurs, il n'y en a pas en ce moment. Beaucoup de films américains se tournaient ici. Alors, dans la petite rue à gauche, il n'y a plus, ne cherchez pas, mais très longtemps, il y avait le Moulin Rouge, à gauche. Donc, c'est les cabarets, les théâtres. La troupe de Paris était ici, la troupe de Budapest était à Paris. Tout un temps où les deux troupes, c'était le même propriétaire. Et vous voyez à droite, marqué Parisis, c'est le grand magasin de Paris, qui est un peu comme le Galeries Lafayette à droite, qui est fermé en ce moment. Même style, même période. C'est pas des travaux, c'est une autre histoire. Ça remonte au problème Covid. Et là, vous avez à gauche, vous voyez un restaurant français fermé complètement, cantine, qui n'était d'ailleurs pas une cantine. Nous allons croiser le grand boulevard qui est comme le ring de Vienne, 6 km de long. C'est là que passe le tram le plus long d'Europe, 76 mètres de long. Siemens nous l'a vendu il y a 12 ans et chaque jour il transporte 1 200 000 personnes. Il circule jour et nuit. Vous avez 2 spécimens de ce tram à gauche, ils sont jaunes. La Banque de Chine. Et il circule chaque 2 minutes dans la journée et chaque 3 minutes le soir. Ça marche à fond. Il y a un bâtiment, vous voyez l'avenue s'élargit, elle est à 36 mètres de large, maintenant elle est à 48 mètres de largeur. Il y a un bâtiment bleu qui arrive à gauche, qui est l'ancien KGB hongrois qu'on appelle le musée de la terreur, un nom vraiment bien utilisé, qui nous parle de la période de 1956, mais avant ce qui s'est passé en période stalinienne. Vous avez un morceau du mur de Berlin à gauche, c'est celui-là à gauche, vous voyez. On nous parle d'une dame. Voilà, qui était une dame très moderne, Schlachta Margit, communiste, avisée à gauche, vous voyez les morceaux du mur, on voit des photos au rez-de-chaussée, tous les jeunes qui avaient 8, 12, 13 ans, qui ont jeté des cocktails Molotov sur les chars soviétiques quand Budapest a été en fait anéanti par les troupes soviétiques en 1956, eh bien, ils ont été fichés, ils ont été repérés, puis quand ils ont eu 18 ans, les pauvres, on les a tous perdus. Oh non, c'est une tragédie, 1956. Surtout que les Russes, qui venaient du fin fond de l'Oural, pensaient qu'ils étaient en Allemagne. Là, ça me rappelle un peu Poutine qui parle des nazis ukrainiens. Là, il parlait, à l'époque, c'était Khrouchtchev, il parlait des nazis. Après, donc, on permet aux sociétés d'acheter des biens. Les Hongrois seront très riches à la fin du communisme, ils seront beaucoup plus riches qu'aujourd'hui. Tout le monde sera propriétaire de sa maison, de son logement, de ses terrains. C'est fini tout ça, donc on doit louer comme tout le monde, mais avant les gens étaient propriétaires de leurs biens, en période communiste, c'est ça qui est intéressant. Là, vous avez des très beaux bâtiments qui arrivent sur ce rond-point qui porte le nom de Zoltán Kodály,
un metteur un musicien très important qui habitait le bâtiment de droite d'ailleurs, et vous avez des capitaines de l'armée hongroise en statue qui ont combattu contre les Turcs au XVIe et XVIIe siècle. Il y a des très beaux bâtiments qu'il faut restaurer, et ce sont beaucoup de bâtiments de copie, la copie de l'Allemand. Et donc là, il y a tout un quartier russe avec des églises orthodoxes, des lycées. L'ambassade, l'ambassade de la Russie, c'est celui qui arrive à gauche où il y a le feu. Dans quelques instants. Et donc les métros ont des couleurs. Le plus vieux métro du continent qui passe sous nos pieds est de couleur jaune. Le métro russe, qui est pratiquement aussi beau que le métro de Moscou, c'est le métro bleu, qui va jusqu'à l'aéroport. Pratiquement, c'est un métro récent. Et il y a un métro rouge qui passe sous le Danube, qui est moins profond, mais qui est de la période soviétique. Et nous avons un métro français, avec la société Alstom. Alstom, souvent, il n'a pas de conducteur. D'ailleurs, ça fait beaucoup d'accidents chez nous. Je pense qu'on va supprimer les métros sur ordinateur. Parce qu'ils ont fermé les portes avant, et il y a une dame qui a été pratiquement coupée en deux. Enfin bref, oui, il y a eu des problèmes avec ces métros sans conducteur, automatisés, comme vous dites. Chez nous. Ah, peut-être qu'ils vont changer leur système à eux. Alors, vous avez ce que nous appelons la place des héros, H accent aigu ouest, ou place millénaire, avec l'archange Gabriel devant nous, avec ses double croix apostoliques. Et en bas, il y a les 7 chefs de tribu. Vous allez voir pratiquement la copie de la Madeleine de Paris, qui est le musée des Beaux-Arts à gauche. Et vous allez voir le haut d'exposition, un autre musée où il y a la Biennale de Hongrie se déroule à droite. Il y a des copies de châteaux à droite, notamment la copie du donjon de Dracula, dont l'original est au château de Bram en Roumanie, mais la copie, vous la voyez en ce moment à droite. Et les toilettes sont sur la droite, où il y a les bus rouges. Je vais vous y emmener pour ceux qui doivent y aller, prenez attention aux autres, vous en avoir besoin. Et vous avez un très célèbre poète hongrois que vous ne connaissez pas ou pas bien, et il est devenu peintre par la suite. Il a fait... Il a peut-être aidé. Il est mort sans un sou. Non, il a fait complètement faillite. Pas beaucoup plus tard, il est devenu célèbre. C'est notre numéro 1. C'est pour ça que je dis le peintre hongrois numéro 1. Il s'appelle Csontváry. Ok. Après avoir circulé en autocar à travers la ville et d'avoir constaté qu'elle alliait la modernité et l'histoire à travers son architecture, nous arrivons sur la place des héros. C'est l'une des places les plus importantes de Budapest. Ces statues ont été érigées en l'honneur des chefs des 7 tribus magyars, fondatrices de la Hongrie. C'est un complexe architectural déclaré patrimoine de l'humanité par l'UNESCO. La colonne centrale haute de 36 mètres est surmontée d'une statue de l'archange Gabriel qui, selon la légende, est apparue en rêve à Étienne Ier fondateur. Construite à la fin du XIXe siècle pour célébrer l'arrivée des Magyars, ancêtres mythiques des Hongrois, dans le bassin des Carpates 1000 ans plus tôt, la place des héros est impressionnante tant par ses dimensions monumentales que par son architecture néoclassique.
Nous visitons le Parlement le plus grand d'Europe. Il est le siège de l'Assemblée nationale de Hongrie depuis 1902 et héberge à ce titre les services parlementaires ainsi que la bibliothèque de l'Assemblée nationale. Il est de style néo-gothique, d'une architecture baroque et aussi de néo-renaissance, construit entre 1884 et 1902. Il a été la plus grande construction de son époque et compte 700 pièces, 20 km d'escalier, 40 kg d'or, 265 mètres de long et 96 mètres de haut. Sa construction incarnait la puissance économique de la Hongrie du début du siècle dernier. L'escalier d'honneur est gigantesque, décoré par Károly Lotz. La salle de la coupole, dans laquelle abrite au centre l'ensemble des emblèmes royaux, dont la couronne de Saint-Étienne, premier roi de Hongrie, avec sa croix penchée, ainsi que le spectre et la pomme du royaume et l'épée. Tout cela hautement surveillé, il est interdit de photographier. L'Opéra de Budapest est l'un des édifices les plus importants de style néo-renaissance de Hongrie. La construction de l'édifice a été réalisée entre 1875 et 1884 et a été financée par François-Joseph, premier empereur d'Autriche, et le roi de Bohême, à condition qu'il ne soit pas plus grand que l'Opéra de Vienne. L'Opéra de Budapest présente 1261 sièges. Après cette belle visite de Buda le matin et Pest l'après-midi, nous regagnons notre bateau sur lequel un excellent repas hongrois nous y attend, au son de la pianiste Plani à bord. Ensuite, nous appareillerons pour naviguer de nuit et notre bateau passera devant les principaux monuments illuminés de Budapest, comme le Parlement, avant de prendre la direction de Bratislava en Slovaquie et faire 224 km
en nous berçant sur ce